www.rfm.sn. Télémingom. À la une, malversation présumée dans la gestion du fonds force Covid-19. L'Assemblée nationale met Moustapha Diop et Ndeye Saly Diop Dieng à la disposition de la justice. Leur immunité parlementaire levée ce matin. Boubacar Fall, le coordonnateur du Rassemblement des travailleurs du Sénégal licencié, il revient à la charge. Chiffre à l'appui pour démentir les propos du Premier ministre Ousmane Sonko qui hier s'est inscrit en faux contre le chiffre de 30 000 francs de 30 000 licenciés du public comme du parapublic. L'hivernage approche et l'inquiétude s'empare des habitants de Jaxaay Parcelles Assainies. Ils vivent avec les eaux de pluie durant toute l'année. Le maire Abdoul Aziz Diané réclame des infrastructures adéquates. Il compte d'ailleurs soumettre aux autorités un document sur la problématique des inondations dans sa commune. Liberté de la presse, le Sénégal fait un bond en avant. Selon le rapport 2024 de Reporters sans frontières, notre pays a quitté la 94e place mondiale pour se retrouver à la 74e place. Le grand journal à suivre, les actualités internationales avec Georges Déthié Diop, le sport Malal Diagne Junior, du football, la Coupe d'Afrique des U20, Sénégal, République centrafricaine et puis Mondial Beach Soccer, l'Espagne au menu des Lions. La presse du jour, Mohamed Ali Mouba à la une, fête du travail, Abbas Fall, le ministre hué par le Rassemblement des travailleurs du Sénégal licencié. Point de vue. Débat avec nos deux intervenants autour de la question suivante. Que vaut un pacte de stabilité sociale dans ce contexte socio-économique tendu? Rendez-vous en fin de journal. Kaderlo Abdul Khadr assure la technique. Bienvenue à tous. Malversation présumée dans la gestion du fonds force Covid-19. L'Assemblée nationale qui met Moustapha Diop et Ndeye Saly Diop Dieng à la disposition de la justice. Dans cette mise en accusation donc devant la haute cour de justice pour manquement dans la gestion du fonds force Covid-19, la députée Salimata Diop a vu son immunité parlementaire levée ce matin. L'ancienne ministre de la Femme est poursuivie pour complicité de détournement présumé de deniers publics d'un montant de plus de 57 millions de francs CFA. L'ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre, de la Protection des enfants par d'accusations fallacieuses. C'est avec gravité mais la conscience tranquille que je prends la parole face à des accusations fallacieuses de complicité de détournement de deniers publics. Je suis devant vous pour éclairer l'opinion nationale sur la réalité d'un dossier de vérification strictement comptable devenu à tort une affaire politique. Les chiffres évoqués 57 62 000 francs CFA qui, après rectification des erreurs de calcul, élimination des doublons, s'élèvent en réalité à 44 813 700 francs CFA. Face à cette assemblée, je déclare solennellement, je n'ai été ni complice, ni témoin, ni citoyen passif d'un quelconque enrichissement illicite. Ma vie est un livre ouvert. Mon patrimoine connu, mon engagement constant. Les faits sont indiscutables. Rappelons les faits. En ma qualité de ministre et conformément aux orientations du Conseil des ministres du 2 avril 2020, j'ai défini une stratégie humanitaire urgente pour les enfants en situation de rue, mis en place un comité d'experts pour garantir la transparence des dépenses, veiller scrupuleusement à l'application des directives présidentielles. Le résultat, 5 089 enfants retirés de la rue, protégés, nourris et rendus à leur chaleur de leur famille. Je suis devant vous, une élue de la République, fière de son intégrité. Je fais confiance en notre justice et à sa capacité de faire triompher la vérité. Honorable représentant du peuple, je vous le dis avec force. Il n'y en a eu aucun enrichissement, ni détournement, ni complicité. Il y a eu une action humanitaire menée avec dévouement pour les enfants de notre nation. Ma position est claire, que la lumière soit faite, que les pièces justificatives soient examinées, que les bénéficiaires soient entendus. Je pense que la vérité triomphera. Salimata Diop, dont l'immunité parlementaire a été levée ce matin. Moustapha Diop également a vu son immunité parlementaire levée par les députés de l'Assemblée nationale. C'est toujours dans le cadre de la gestion du fonds force Covid-19. Le ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries que le maire donc de Louga dirigeait à l'époque avait bénéficié de 2,5 milliards de francs CFA pour la confection de masques durant le Covid. Au finish, un gap de 2,327 500 francs CFA a été constaté. Moustapha Diop se défend de tout détournement de deniers publics. bi ñu joxee xaalis bi muy 2,5 milliards yi samay service
Quand on m'a confié la gestion des 2,6 milliards, mes services ont pu gérer tout ce qui est l'achat des fournitures dans la transparence. Quand on m'a informé que les paiements ont été faits en liquide, la division des investigations criminelles a convoqué tous les fournisseurs. Cette information figure dans le rapport d'enquête. Ces fournisseurs ont répondu avoir payé intégralement avec les papiers justificatifs montrant qu'ils ont livré toutes les commandes. Ils ont nié catégoriquement avoir versé des pots de vin au service du ministère de l'Industrie. Ce qui est reproché à mes services, c'est de payer les fournisseurs en espèces. Monsieur le ministre, Maître Aïssata Tall Sall, ici présente, peut confirmer cela. Le fait de payer en liquide n'est pas un délit pénal, c'est une faute de gestion qui pourrait être jugée à la Chambre de discipline financière de la Cour des comptes. Cette juridiction a déjà appelé et jugé le gestionnaire de compte et le DAGE. Les sanctions prévues, un avertissement ou une ponction sur le salaire du concerné sur un mois ou un an. Je pense que cette affaire était close. Il n'a jamais été révélé qu'il y a une erreur dans la production de masques. Moustapha Diop, des propos traduits par Amadou Sabarba, l'Assemblée nationale, donc, qui met Moustapha Diop et Ndeye Saly Diop Dieng à la disposition de la justice dans le cadre des malversations présumées dans la gestion du fonds force Covid-19. Le Rassemblement des travailleurs du Sénégal licenciés qui réagit à la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko, qui a démenti le nombre d'agents de la fonction, le nombre d'agents du public et du parapublic licenciés est estimé à environ 30 000. Le coordonnateur du RTS persiste, chiffre à l'appui. Boubacar Fall dénonce par ailleurs le fait que les autorités soient insensibles à leur situation jusque-là. Au niveau du FERA, il y a eu 26 000 pères de famille qu'on a arrêté leur contrat. À cela s'ajoute au niveau du port 781, Dakar Demdik 27, CDC 42, Fongib 13, ainsi de suite. Je ne peux pas citer toutes ces entreprises-là, mais faisons l'addition de toutes ces entreprises-là, on sera 30 000 et quelques. Donc sur ce, nous demandons à notre Premier ministre, au-delà des articles qui nous lient avec nos employeurs, mais est-ce qu'il a pensé à ce drame social qui est en train de se manifester dans les maisons de famille et tout, mais aussi nous fustigeons la démarche de nos centrales syndicales qui sont parties signer une pacte social, mais c'est une pacte suicidaire parce que la réintégration de ces agents-là n'est pas une revendication, c'est une réclamation. Donc le message qu'on a voulu passer hier aux autorités, à l'opinion nationale et internationale, que dans ce cercueil ne pleure pas en mort, mais il accuse des assassins et ces assassins portent des costumes cravates et signent des notes de service pour viser des familles. Sur cela, on a passé le message sur l'image du cercueil où nous accusons le port autonome qui noie la des dockers dans l'océan, la CEMI qui soigne les chiffres mais tue les agents contraires, les FERA où les routes sont plus stables qu'un emploi, Dakar Demdik qui roule sur le dos des travailleurs précarisés, l'ONAS qui mesure tout sauf la dignité perdue, le grand théâtre qui joue la comédie des promesses non tenues, ainsi de suite. Mais on voit que nos autorités regardent ailleurs car on est en train d'étrangler ces travailleurs. Boubacar Fall, le coordonnateur du Rassemblement des travailleurs du Sénégal licenciés. Justement, retour sur les déflatés du service public. Vous le savez, hier, ils se sont fait entendre devant le ministre du Travail. Le Rassemblement des travailleurs du Sénégal demande la réintégration des licenciés, exigence portée par les centrales syndicales. Mais avec la signature du pacte de stabilité sociale avec le gouvernement, à quoi peut-on s'attendre? N'y a-t-il pas donc un risque qu'il soit tout simplement sacrifié sur l'autel de cet accord entre le gouvernement et les syndicats? Mohamed Ali Mouba a travaillé sur le sujet. Vous l'aurez donc avant la fin de cette édition. Le syndicat des médecins du Sénégal, section Diourbel, qui hausse le ton en marge de la journée du travail célébrée hier. Ces professionnels de la santé ont posé sur la table une doléance. Ils réclament les 800 millions de francs CFA promis aux hôpitaux de Touba, un soutien qu'ils disent attendre depuis le Magal de l'année dernière. Ils estiment d'ailleurs qu'il sera difficile pour les structures sanitaires de la ville sainte d'assurer plutôt la couverture du Magal de cette année. Docteur Charles Dia, le secrétaire général du SAMES de la zone de Touba avec Pambay Diaw.
Comme vous le savez, on est à l'approche du Magal de 2025. Ça reste quelques mois. Donc les préparatifs ont déjà commencé dans la région de Diourbel. L'année passée, on nous avait promis 800 millions, qu'on attend toujours. Et ces 800 millions, c'était pour permettre aux différentes structures de pouvoir passer l'étape. Le Magal, c'est des grosses dépenses que les différentes structures font. Et c'est intéressant qu'on mette ça, parce qu'on nous avait promis 800 millions l'année passée. Et cette année-ci aussi, on nous avait promis au moins 3 ans d'avoir au moins certaines sommes pour pouvoir passer cette étape de Magal. Parce qu'après les Magal, les structures sont endettées. Parce que c'est des gratuités de 5 jours à 3 jours. Donc, il serait bien que l'État au moins respecte leur engagement, nous donner les 300 millions pour que les différentes structures puissent passer. Et en plus, amener ce qui nous avait promis pour cette année aussi. Bon, les délais sont multiples. Comme vous le savez, dans nos structures de travail, à chaque fois qu'on vient, nous, médecins, chirurgiens et dentistes, on nous apprend comment diagnostiquer, traiter. C'est ça qu'on nous apprend à l'université. Maintenant, quand on sort, on a des problèmes pour connaître normalement nos droits et devoirs. Bon, on ne l'apprend pas pendant la formation. Et au sortir de cette formation, on nous demande d'aller travailler directement. Parfois, on a des lacunes sur ça. Pendant les grandes fêtes là, où on est ensemble, on prend des sujets pour permettre de discuter et d'approfondir la connaissance. Parce que la connaissance, comme vous le savez, cette formation, ça nous permet de la connaître. Maintenant, après cette stade, il va maintenant charger au SAMES d'essayer de gérer ces genres de problèmes qu'on a dans nos différents hôpitaux. Direction Thiès pour parler des conducteurs d'engins lourds. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail avec de maigres salaires. Et pourtant, ce sont eux qui font le gros du travail au niveau des mines et carrières. Ils sont également présents dans le BTP. Cheikh Anta Diop a assisté à leur rassemblement à la promenade des Thiessois. Ces conducteurs d'engins lourds s'activent pour la plupart dans les exploitations minières, mais ils sont exploités et mal payés, disent-ils. Khadim Diouf, secrétaire général de l'association des conducteurs d'engins lourds du Sénégal. Cette plateforme conducteurs d'engins lourds du Sénégal, afférent dans le domaine de l'exploitation minière et du BTP, nous avons des revendications légitimes. Nos difficultés face à des contrats précaires et de rémunération qui ne reflètent pas la pénibilité et la technicité de notre travail. Contrat de travail clair, juste et précieux de nos droits. Un appel à des salaires dignes qui tiennent compte de nos compétences et risques inhérents à notre métier. Le volet sécuritaire, un handicap, des accidents sont aussi très fréquents. Pour eux, c'est un métier réputé défavorisé. Chaque conducteur d'engin doit rentrer chez lui sain et sauf. Nous pouvons promouvoir une culture de sécurité qui protège non seulement notre santé, mais aussi celle de nos collègues. Ces conducteurs d'engins lourds définissent un certain nombre de priorités, dont la construction d'un centre de formation. À l'ensemble du gouvernement, à travers Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, à nous aider à mettre sur pied un centre de formation moderne équipé des dernières innovations technologiques pour la certification et la formation des conducteurs d'engins du Sénégal. Pour les conducteurs d'engins lourds du Sénégal, l'attitude méprisante des autorités va à l'encontre des sacrifices consentis dans le milieu du travail. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Je vous l'annonçais, les déflatés du service public qui se sont fait entendre hier devant le ministre du Travail, le rassemblement des travailleurs du Sénégal qui demande la réintégration des licenciés, exigences portées par les centrales syndicales, mais avec la signature du pacte de stabilité sociale avec le gouvernement, à quoi peut-on s'attendre, Mohamed Ali Mouba? Binta Sen fait partie des travailleurs licenciés par la CDC Habitat, fraîchement libérée alors qu'elle était présentée comme une travailleuse modèle. Avec le pacte social passé entre le gouvernement et les syndicats, elle s'est sentie abandonnée, ou presque. Bon, on est un peu déçus par rapport à la signature parce qu'avant la signature, il devait s'assurer de la réintégration de tous les licenciés. Tout travailleur retrouve son poste à partir du lundi 5 mai. C'est ce qui était préférable et c'est ce que nous attendions des syndicalistes comme du gouvernement. Durant ces 3 ans-là, un père de famille ne peut pas rester 3 ans sans subvenir à ses besoins, l'éducation de ses enfants, les charges familiales. C'est vraiment compliqué pour un père de famille. Tout ça. Pour l'inspecteur du travail à la retraite Mamadou Sow, il n'y a pas péril en la demeure. Et sur cette base, les organisations syndicales, dans le cadre de l'unité d'action avec le regroupement des travailleurs, peuvent mener, mais rien n'exclut. Si, par exemple, les centrales ne s'y mettent pas, rien n'exclut à ce qu'évidemment les travailleurs concernés puissent
par le biais de la loi, saisir les organes habilités. En tous les cas, le Rassemblement des travailleurs du Sénégal se dit prêt à porter son combat seul s'il le faut. On va faire entendre nos voix à travers le Sénégal et à l'international parce que c'est vraiment injuste de se retrouver du jour au lendemain pour un jeune diplômé qui assume carrément son poste avec ses compétences, de se retrouver licencié injustement, abusivement du jour au lendemain. Donc on va le faire, on va continuer notre combat et de manière graduelle, on va continuer notre plan d'action et j'espère qu'on aura bien. Le pacte social, c'est pour au moins 3 ans. Il englobe plein d'accords dont la réintégration des licenciés. Le président de la République engage le gouvernement à respecter ces accords. Sonko, lui, promet que le suivi se fera au cas par cas. Mohamed Ali Mouba, il faut juste signaler que la FGTSB n'est pas signataire du pacte social. Ande Gueusseum n'a été ni à la primature, encore moins à la présidence de la République pour la signature du pacte, signé donc le président Dr Honoris Causa Mbalo Diacham. Il est midi passé de 15 minutes. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Je vous l'annonçais, l'hivernage approche et l'inquiétude gagne de plus en plus les habitants de Jaxaay Parcelles Assainies qui vivent avec les eaux durant toute l'année. À l'unité 11B, une campagne de collecte de fonds est en vue pour engager des travaux de canalisation. Dans d'autres quartiers, l'on réclame des mesures d'urgence. Aminata Ba. Dans la commune de Jaxaay Parcelles Assainies, les inondations ne sont plus un phénomène saisonnier, mais un quotidien. 12 mois sur 12, les quartiers restent submergés. Des eaux stagnantes sont encore visibles dans les ruelles et parfois à l'intérieur des maisons. Une situation alarmante, principalement causée par l'absence d'un réseau d'assainissement fonctionnel. Face à l'urgence, les habitants de l'unité 11 ont décidé de passer à l'action. Sous la houlette d'Aliou Loum, président du conseil de quartier, il compte entamer l'aménagement de canalisation afin d'anticiper le prochain hivernage. On est en train de faire des cotisations pour faire une canalisation qui dépend de la population. Le maire aussi nous a appuyé avec 16 tuyaux et on est en train de collecter tout ça pour au moins créer une semi-canalisation qu'on peut faire avant l'hivernage. Damsen, figure engagée dans la lutte contre les inondations à Jaxaay, interpelle l'État. Il exhorte les services compétents à mettre en œuvre des solutions préventives avant l'arrivée des premières pluies. Des tuyaux PVC et creuser 1,50 m au sol pour pouvoir rassembler l'ensemble des eaux. Maintenant, on va plonger là-bas une pompe immergée. Cette pompe immergée-là va drainer les eaux. Même constat du côté de l'unité 23 où le délégué de quartier Makoura Gueye réclame un dispositif de pompage massif dans les zones les plus impactées. 11A, 11B, 12B, 18, 20, 21, 23, 27, 24, 25. Du côté des autorités, l'heure est à la rassurance. Ali Tunkara, hydraulicien à l'agence de développement municipal, affirme que des mesures seront bel et bien déployées pour soulager les populations dans les plus brefs délais. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Média. D'ailleurs, Aminata Ba, un document sur la problématique des inondations à Jaxaay Parcelles Assainies sera soumis aux autorités étatiques. Une annonce du maire Abdoul Aziz Diané qui réclame des infrastructures adéquates pour soulager sa commune du phénomène. Le voici Abdoul Aziz Diané. Il s'est confié à Aminata Ba en marge du forum communal sur la gestion des inondations à Jaxaay Parcelles Assainies. Mais Jaxaay quand même, à travers le forum, mettra sur pied un comité de rédaction qui verra tout simplement le document phare présenté, validé avant d'être remis au préfet. Mettre en place dans la commune de Jaxaay un comité communal de gestion des inondations où toutes les forces vives vont se retrouver. Que l'hivernage de 2025 arrive à paix, qu'il soit pluvieux parce qu'on a besoin de l'eau, notamment dans le cadre de l'agriculture. Maintenant, spécifiquement pour un département comme Keur Massar et une commune comme Jaxaay Parcelles, nous savons tous qu'une forte pluviométrie cause beaucoup de dégâts avec ces fortes inondations. Sur le plan infrastructurel, je pense que l'exposé des services de l'État a démontré que la commune de Jaxaay est la commune la plus mal lotie en termes d'infrastructures. Il y a moins d'infrastructures par rapport aux autres communes, mais quand même on peut rectifier le tir. Les mesures préventives, ça c'est déjà l'objectif de ce forum. À travers l'ADM, l'ONAS, des PGI, il y a des plans d'études qui sont déjà aménagés. Malheureusement, les travaux ne pourront pas démarrer en 2025, c'est malheureux. Ça veut dire également, pour cet hivernage, nous ne pourrons que pomper. Il y a des craintes, bien sûr, parce que nous tous, on a assisté à l'hivernage de 2024. Si maintenant 2025 sera pluvieux, alors qu'il n'y a aucun
aménagement en termes d'infrastructure comme un bassin, une canalisation, ça va un peu impacter ou même davantage sur les inondations au sein de chaque maison. Gestion de l'hydraulique rurale à présent, le fermier Aquatec attaqué de toutes parts se défend et dément toute idée de manque d'eau et d'infrastructures hydrauliques nécessaires à sa mission. Aquatec déclare que le problème est plutôt lié à une mauvaise gestion et à l'intrusion de certains dans la gestion des forages. Babacar Diouf. Il n'y a pas de problème d'eau, mais plutôt un problème de gestion de l'eau dans le monde rural. C'est du moins la conviction du fermier Aquatec qui se désole que des citoyens s'adjugent sans droit la gestion des ouvrages hydrauliques mis à sa disposition par l'État du Sénégal. Modou Niass, mon directeur technique de Aquatec. Les infrastructures sont là. C'est un problème de gestion qui se pose. À Babé-Séréer, malgré tous les problèmes que les gens rencontrent, il y a un forage de 50 mètres cubes qui est là. Ça fait 4 ans, ça dort. En Dangalma, il y a 80 mètres cubes là qui sont réalisés pour les communes de Ndien Cheraf, Kaba, pour Ndangalma, pour Ndondo et pour Refan, et qui ne fonctionnent pas. Et aujourd'hui, nous avons la capacité, et c'est réalisable, d'interconnecter les forages de Kersambakan à Gerlé, de les interconnecter de Mewan à Gerlé, parce que les réseaux se touchent. Donc, ce qui peut régler encore le problème, c'est qu'on laisse travailler, que chacun fait ce qu'il est habitué à faire. Que les enseignants aillent enseigner, les mécaniciens aillent réparer, faire de la mécanique, et que ceux qui sont là pour travailler sur l'hydrogène travaillent pour l'hydrogène. Face à la persistance et récurrence du manque d'eau, le maire de Refane, Djibril Thiaw, s'attache l'aide de partenaires étrangers. La gestion de l'eau, la question de l'hydraulique, c'est une question sérieuse qui demande des compétences techniques, mais qui demande des capacités financières énormes, que la communauté n'a pas, que la commune n'a pas. Donc aujourd'hui, OFOR, c'est un bien public. Ils ont d'ailleurs résolu le problème d'eau au lycée de Refane, qui prend désormais sa source au forage de Réumawa. Bambey. RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf, merci. Le couvert végétal mis à rude épreuve dans le sud du pays en cause les multiples feux de brousse, un désastre écologique qui vient s'ajouter à la coupe abusive et clandestine du bois. En visite dans la région sud, le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte tire la sonnette d'alarme et annonce la mise en œuvre prochaine de projets structurants visant à protéger les réserves forestières du pays. Lamine Ba. Les surfaces forestières rayées de la carte par la coupe clandestine de bois en Casamance ne représentent qu'une infime partie comparée au désastre engendré par les feux de brousse sur le couvert végétal. La situation est particulièrement préoccupante en cette période de l'année où les conditions sont particulièrement réunies pour décimer des centaines d'hectares de forêt. Dr Sekouna Diatta, directeur de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Si on arrivait à éviter les feux de brousse, dans certaines parties, on n'aurait pas besoin de reboisement. Malheureusement, aujourd'hui, on fait face à ce fléau qui est plus dévastateur que la coupe de bois. À l'image de la mobilisation constatée autour de la lutte contre la coupe clandestine de bois en Casamance, à travers la dissuasion et la sensibilisation, l'Agence sénégalaise de la Grande Muraille Verte et de la reforestation entend elle aussi de son côté dérouler un ensemble de stratégies en cours d'élaboration pour préserver les dernières réserves forestières du pays. Nous avons rencontré le centre de suivi écologique, nous avons également rencontré le PNUE, nous avons également rencontré l'UICN et l'idée c'est de voir comment est-ce que nous pouvons élaborer un projet qui prend en compte les défis du moment au niveau de la Casamance. Les collectivités territoriales vont occuper une place centrale dans la mise en œuvre des actions de sensibilisation, explique Dr Sekouna Diatta. Nous avons amorcé la signature de convention avec les collectivités territoriales parce que c'est un problème qu'il faut régler à la base et il faut impliquer les collectivités territoriales. Les organisations qui s'activent dans la protection de l'environnement, très préoccupées par l'avenir des couverts végétal dans le sud du pays, ont toujours réclamé que des stratégies soient développées par les autorités pour atténuer l'impact des feux de brousse sur les forêts de la Casamance. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Avant d'accueillir Georges Déthié Diop, notez ce cambriolage cette nuit à l'hôtel Pélican du Saloum situé en Dangan. C'est dans la commune de Fimela, région de Fatick. Environ 3 millions de francs CFA emportés. Nous y reviendrons avec Aminata Goudiaby, notre correspondante dans la région. RFM. L'actualité internationale.
Bienvenue Georges Déthié-Diop. Merci Barthélémy Ngom. Niger d'abord, le général Tchiani nomme un conseil consultatif de la refondation. Un peu moins de 200 membres nommés selon un communiqué du secrétariat général du gouvernement qui parle d'une nouvelle étape dans le processus de refondation des institutions. Nafissa Toussila. Cette décision intervient 2 semaines après l'adoption de l'ordonnance du 18 avril 2025 portant création du Conseil consultatif de la réforme, organe prévu par l'article 68 de la Charte de la refondation, adopté à l'issue des assises tenues du 15 au 20 février. Placée sous l'autorité d'un bureau de coordination, cette nouvelle instance consultative est chargée de formuler des avis et recommandations sur les grandes orientations de la vie nationale à l'attention du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et du gouvernement. Le CCR est structuré en 6 commissions thématiques couvrant les domaines de la paix et de la sécurité, de la refondation politique, de l'économie, de la géopolitique, de la justice, ainsi que de la santé et de l'éducation. La liste complète des 189 membres publiée ce vendredi dans le journal Sahel le dimanche reflète une composition qualifiée et représentative. Pour les autorités, elle rassemble des personnalités issues des différentes couches sociales et professionnelles du pays, incluant des représentants de la société civile, des départements régionaux, des associations religieuses, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des membres de la diaspora. Parmi eux, des figures notables comme Abdou Hassan Hamidou, représentant des producteurs ruraux de Tinta Baraden, ou Madame Salifou Modi Safalou, coordonnatrice des épouses FDS, illustre cette diversité. Le général Tchiani, installé à la tête de l'État pour un mandat de 5 ans, renouvelable après les assises de la refondation organisée près de 2 ans après le renversement du président Mohamed Bazoum, entend ainsi renforcer la consultation dans le processus de réforme nationale. Nafissatou Sila, Georges au Burkina Faso, l'un des frères du Mongo Noaba, c'est bien ça? Mongo Naba, le roi des Mossi, kidnappé à Ouagadougou. Il a été kidnappé mercredi. Abdul Aziz Congo aurait été arrêté par des individus se présentant comme membres des forces de sécurité. Selon RFI, l'arrestation a eu lieu alors qu'il faisait ses courses dans son quartier. Il a d'abord été conduit chez lui et il a été ensuite embarqué pour une destination inconnue. Au Kenya, un député de l'opposition tué dans une fusillade à Nairobi, la capitale. Charles Were a été assassiné dans la nuit de mercredi à jeudi après que sa voiture se soit arrêtée en rond-point sur une route principale très fréquentée. La police a décrit un crime ciblé et prémédité. Le président William Ruto a exhorté la police à mener une enquête approfondie. Au Gabon, c'est demain samedi que le général Brice Clotaire Oligui Nguema va prêter serment. La cérémonie d'investiture va se dérouler au stade d'Agolje à Libreville, la capitale, en présence de dirigeants africains dont le président Bassirou Diomaye Faye. Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président dès le premier tour lors du scrutin du 12 avril dernier avec 94,85% des voix, un résultat validé par la Cour constitutionnelle. Le président Bassirou Diomaye Faye, donc, qui a quitté ce matin Dakar. Au Vatican, Georges, la cheminée sur la chapelle Sixtine installée en vue du conclave qui va débuter le 7 mai prochain. C'est à cette date que les cardinaux vont commencer à voter en secret pour élire le successeur du pape François, décédé le 21 avril dernier. Le prochain pape sera-t-il africains? 3 cardinaux sont souvent cités, mais l'ancien directeur général de la police nationale et ancien ambassadeur du Sénégal au Vatican, Léopold Diouf, pense que le cardinal ghanéen Peter Turkson a plus de chances que le cardinal Robert Sarah de la Guinée et le cardinal Fridolin Ambongo de la République démocratique du Congo. Ce que je vous dis là, ça n'engage que moi. En toute sincérité, je connais très bien, pas très bien, mais le cardinal Robert Sarah. Il est très estimé, très aimé, parce que il a une forte personnalité. Non seulement en Guinée, elle a été archevêque, au milieu même du Vatican. Vraiment, c'est une personnalité qui mérite d'être pape. Mais entre nous, je crains que son âge puisse plaider à sa défaveur. Parce qu'à partir de 80 ans, vous ne pouvez plus participer même au conclave. Donc il y a ce premier handicap-là. Mais il a l'âge. Il n'a pas encore cet âge-là, il l'aura au mois de juin. Bon, d'ici là quand même, il pourra participer au conclave. Donc c'est possible si le Saint-Esprit, en tout cas le désigne, parce que dans la tradition chrétienne, on dit que c'est le Saint-Esprit qui inspire les cardinaux pour le choix d'un pape. Par contre,
Moi, personnellement, je sais que Cardinal Ganaël, je pense que c'est lui qui a le meilleur profil parce qu'il a occupé des hautes fonctions que le pape François même lui avait attribuées. C'est un dicaster qui était très important et il l'a dirigé pendant longtemps. Bien que le cardinal Sarah, l'essentiel pour nous, nous les Africains, nous souhaitons avoir un pape africain, quel qu'il soit. Mais en tout cas, aujourd'hui, je crois que le meilleur profil, ce sont les deux là d'ailleurs. Ensuite, il y a le cardinal de Kinshasa aussi. Voilà. Donc, ce sont les trois, ce sont les trois figures. Bon, mais, vous savez, la papauté, c'est vraiment un secret. Peut-être que le pape sortira là où on ne s'en même pas. Il y a aussi le cardinal Pietro Parolin, qui est le secrétaire d'État, donc le numéro 2. C'est l'équivalent du premier ministre dans un pays. Et en tout cas, c'est quelqu'un aussi qui a vraiment les capacités d'être. Et cet élément, Barthélémy, met fin à cette page